20 ans de travaux forcés, Dieudonné Mwenzi, c'est pas trop sévère. Bon, je sais pas, je sais que la justice doit être... la loi est dure, mais c'est la loi, mais... c'est pas humaniser un peu aussi cette justice. Prenons par exemple, je vous en prie, nous réfléchissons en tant qu'humains aussi. Monsieur Samibo, en fait, on l'appelle ainsi, Monsieur Samibo, a presque déjà 80 ans. Vous le condamnez... 82. Voilà, vous le condamnez à 20 ans. Donc, c'est... À 102, 102 il peut sortir. ans. Serait-il encore vivant? Est-ce qu'on ne pouvait pas le mettre, vu son état, vu son On ne limite son pas la âge? vie de quelqu'un, puisque personne ne pensait qu'il aurait 82 ans aujourd'hui. Ok. Donc, Et c'est pour Dieu Vital qui a la Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui, 20 ans de travaux forcés, il a dans la soixantaine, vers 80 ans qu'il sortira. Est-ce que c'était pas aussi une façon de le tuer politiquement? C'est vrai que toutes les infractions ont été dites, disons mon Dieu, le français est très difficile. d'inéligibilité. D'inéligibilité. Donc il est mort politiquement, Vital Kamerhe. Est-ce que c'est pas une sous-jacent, c'est pas un procès politique? Non, je ne voudrais pas penser à un procès politique, puisque les faits qui ont été reprochés à Vital Kamerhe, notamment les détournements du denier public, sont des faits que la justice est en train de prouver. Je vis personnellement le docteur Muyembi chez l'excellent Christian Losakweno, qui a dit que par rapport à l'argent remis pour le Covid-19, l'État a déboursé une certaine somme et lui n'a reçu qu'1 million. La somme, je crois que c'était 10 millions si je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça. Mais lui n'a reçu que vraiment le 1/10 de la somme prévue pour la Covid. Un quiproquo. Comment ça? Donc, c'est un quiproquo puisque ce que dit l'équipe de riposte n'est pas ce qui a été développé par le gouvernement de la République. Et je vous rappelle que le gouvernement de la République a même parlé le gouvernement a même parlé plus de 27 millions, de plus de 27 millions de dollars US. Et alors que l'équipe de riposte, par la bouche de son responsable, le docteur Muyembe, ne parle que de 1,4 millions de dollars US. Donc, la marge est très importante. Où est passé le reste de l'argent? Bon, je ne saurais pas expliquer ça ici. Je ne suis RDC Covid-19, 12 provinces touchées. Kinshasa, 5198 cas. Congo central, 270 cas. Haut-Katanga, 172 cas. Sud Kivu, 108 cas. Nord Kivu, 65 cas. Kwilu, 3 cas. Chopo, 3 cas. Ituri, 2 cas. Équateur, 1 cas. Kwango, 1 cas. Olomami, 1 cas. Otuwele, 1 cas. Toujours dans la Covid-19 à Kinshasa, excusez-moi, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 154 nouveaux cas confirmés, dont 124 à Kinshasa aujourd'hui. Donc, nous avons 20 dans le Haut-Katanga, les nouveaux cas, 20 dans le Haut-Katanga, 9 au Nord Kivu, 1 dans le Haut-Tuwele. Cumul des cas donc, est de 5826 d'ailleurs, dont 5825 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 130 décès et 841 personnes guéries. Merci donc à toi, Stani Boujakera. D'actualité.cd. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir un membre du FCC, en la personne de Dieudonné Mwenzi, voilà, merci. Voilà le mal du direct, Dieudonné Mwenzi. Et avec lui, mesdames et messieurs, c'est la formule consacrée. Nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par le procès de 100 jours. Cette semaine, le verdict est tombé, vous le savez très bien. Nous allons l'analyser tout à l'heure. Nous allons parler aussi, mesdames et messieurs, de la CENI. Vous savez que les élections, ça s'approche. D'ailleurs, je vais poser la question à Dieudonné Mwenzi, où nous en sommes avec les municipales, les élections locales. Est-ce que c'est passé dans les oubliettes, où nous devons attendre 2023 pour les prochaines élections? Ça s'approche, on est déjà vers la mi-2020. Donc 2023, ce n'est plus très loin. Très heureuse d'être avec vous, Dieudonné Mwenzi. Merci madame, bonsoir et merci pour l'invitation. On dit qu'on ne fête pas quand ça brûle chez les voisins.
Donc le vagin c'est cache. Tout naturellement. Voilà. Quelle est votre impression aujourd'hui? Est-ce que vraiment Togo, cette coalition avec l'arrestation ou la condamnation de Vital Kamerhe, votre coalition FCC Cash va perdurer? Madame, je dois vous assurer que la coalition FCC Cash n'est pas concernée par les feuilletons Vital Kamerhe. Nous sommes confiants en cette coalition, puisque nous pensons que c'est par là que passe le salut pour cette République. Et nous pensons chez nous, au FCC, que ce qui se passe, c'est pratiquement un problème de justice. Tout simplement. Un problème de justice, mais qui concerne effectivement notre partenaire important, le partenaire politique, le CACH, puisque Vital Kamerhe, dont vous parlez, il est membre important du CACH. Donc le CACH qui est en coalition avec nous, et lorsque ça brûle le CACH, nous sommes par moments inquiets, mais très attentifs, sans pour autant faire beaucoup trop de commentaires, mais nous observons de plus près et nous suivons ça de plus près, comme vous l'avez dit. C'est une maison, une case du voisin qui brûle. Dieudonné Mouinzé, vous suivez ça de plus près, une question de curiosité. C'est vrai que déjà à l'époque, le président honoraire ne parlait pas beaucoup. D'ailleurs, Mende l'avait qualifié de taiseux, il ne parle pas beaucoup. Mais par curiosité, cette population m'a dit de vous poser cette question, certains de mes followers. Quelle est la position de Kabila dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes proche de lui, de VK. Il en parle? Est-ce qu'il a une position où il dit mot, il pipe mot? Non, il n'a pas de position. Il ne peut pas avoir de position. Comme tout Congolais, d'abord, il observe comme tout le monde, mais comme responsable important de notre plateforme politique FCC, et il est attentif, comme je venais de vous le dire, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais il s'agit de la justice, il faut laisser la justice agir. Vital Kamerhe était très proche de Joseph Kabila, il a été son directeur de cabinet à l'époque, et d'ailleurs on le surnommait le faiseur de roi. Est-ce que Kabila n'est pas un tout petit peu touché par cette condamnation? Vous n'avez pas directeur de cabinet de Joseph Kabila? Non, de campagne, merci. Voilà, merci c'est bien pour la précision. Merci pour la précision. Il fut directeur de campagne de Joseph Kabila, certes, et même un proche, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, un secrétaire général honoraire de son parti, dont il a été l'initiateur. Donc, comme tel, je crois qu'il doit suivre ce procès avec beaucoup plus d'attention, mais sans pour autant émettre un vœu particulier. Puisque vous savez, la justice, elle est ce qu'elle est. Et nous devons soutenir cette justice nationale. Et nous savons que cette nation ne peut être élevée qu'à cause de la justice. Donc, nous allons entrer en profondeur il ne peut pas avoir un autre sentiment que de laisser la justice faire son travail de manière indépendante. Nous allons approfondir quand nous allons entrer dans le dossier de Vital Kamerhe, mais nous commençons par la Covid-19, mesdames et messieurs. Toujours la pandémie est dans nos portes. D'ailleurs, le professeur Mouyembi a dit que ça risquerait de devenir une endémie en République démocratique du Congo. On l'a suivi d'ailleurs sur Top Congo. Il a donné son point de vue par rapport à cette maladie. Mais Congo Web aussi a donné son point de vue. Nous suivons donc la situation épidémiologique de cette maladie, le relâchement du confinement dans la commune de la Gombe. Notre rédaction a constaté cela. Et évidemment, le protocole Covid-19 du docteur Jérôme Mouniangui. Les cas confirmés de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo semblent désormais boursés. Pour ce dimanche 14 juin, le comité multisectoriel de la riposte a indiqué que 59 nouveaux cas ont été confirmés positifs, dont 51 à Kinshasa, 6 au Congo central et 2 à la Chopo. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 4837, dont 4836 cas confirmés et un cas probable. Le bulletin de la Covid-19 affirme également qu'il y a 5 nouveaux décès des cas confirmés. Au total, il y a eu 112 décès, dont 111 cas confirmés et un cas probable.
613 nouvelles personnes sont sorties guéries, ce qui porte le total des guéris à 613. 3197 patients sont en bonne évolution et 314 cas suspects détectés après investigation. Les 11 provinces touchées de la RDC sont Kinshasa avec 4346 cas, Congo central 246, Sud Kivu 108, Nord Kivu 54, Chopo 3, Ituri 2, Kwilu 2, Kwango 1, Olomami 1 et 1 cas à l'Équateur. Les 10 zones de santé les plus touchées de la ville-province de Kinshasa jusqu'à ce jour sont limitées avec 470 cas, Gombe 418, Kokolo 398, Binzaozone 339, Lemba 282, Binza Météo 274, Kassavubu 152, Kintambo 128, Lingwala 117 et enfin 103 cas à Bandalungwa. Après l'approbation de son protocole à intégrer l'arsenal médical de la lutte contre la maladie à coronavirus, le docteur Jérôme Mouniangui est admis à procéder à des essais cliniques sur les patients atteints de Covid-19 internés à l'hôpital de Makala. Décision du Comité national d'éthique de la santé qui lui en a donné les quitus. Les soucis de Jérôme Mouniangui étant de prévenir les pandémies et bien d'autres épidémies. Notre souci est que les solutions ne soient pas toujours des solutions qui sont importées, que les solutions restent congolaises. Une épidémie, une pandémie se prépare. On ne va pas seulement attendre en pleine crise, commencer à prendre maintenant des mesures comme ça. Il faut se préparer. Et quels sont maintenant les outils que nous avons demain ou après-demain si nous avons une nouvelle crise? C'est maintenant qu'il faut le préparer. D'où le protocole congolais, purement congolais, développé par des Congolais, doivent être beaucoup plus encouragés que les protocoles qui viennent de l'extérieur du pays. Tout en se méfiant des critiques de ses détracteurs, Dr Jérôme Mouniangui plaide pour une génération de relèves. Nous nous battons pour qu'il y ait cette relève scientifique. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de temps, les gens qui ont déjà prouvé aussi de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ils ont déjà géré plusieurs épidémies. Mais aujourd'hui, il y a la relève. Dans tout le pays du monde, on ne compte que sur la relève. La relève doit être préparée maintenant et félicitations au chef de l'État qui l'a compris. Venu à Kinshasa pour appuyer l'équipe de riposte contre la Covid-19, le docteur Jérôme Mouniangui est enfin autorisé à procéder à des essais cliniques dans un délai allant du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Nous sommes sur l'avenue des Huileries, plus précisément sur les tronçons situés entre Itaga et Mont-des-Arts. À cet endroit se trouve la barrière pour accéder dans la commune de la Gombe. Bien que Gombe reste confiné, ces images montrent le contraire. Une foule de personnes a inondé ces lieux et la distanciation sociale n'est pas respectée. Les agents de l'ordre assurent la sécurité tout en sensibilisant la population à porter des masques avant de barrer la route aux personnes qui n'ont pas de badge. Laissez passer. Pourquoi donc ces désagréments? Certains passants affirment qu'il y a eu des informations dissimulées dans les réseaux sociaux parlant du déconfinement de la dite commune dès ce lundi 15 juin. Dans les réseaux sociaux, on nous a promis que le lundi aujourd'hui, on va déconfiner. Je suis pêcheur, donc c'est à Ochiti de Gombe. J'ai fait beaucoup de temps à la maison. Ça ne va pas, moi je ne travaille pas encore. C'est pour cela que je suis venu ici pour travailler. Cette situation a constitué un véritable casse-tête pour les autres, comme l'explique cet avocat qui a une carte d'accès, mais il est empêché de passer les barrières. Apparemment, ils changent d'attitude chaque jour. La semaine passée, j'étais là, j'étais passé normalement. Aujourd'hui encore, j'ai affaire à de nouvelles personnes qui m'interdisent d'y accéder. C'est pas normal. D'où cet appel de la population au gouvernement congolais pour déconfiner la commune de la Gombe. Je demande aux autorités de veiller sur les mesures qu'ils ont prises. C'est-à-dire quoi? De faciliter certaines personnes pour exercer leur travail. Et comme il y a des audiences qui passent à la télé, nous avons l'obligation d'assister nos clients. Nous sommes déjà payés pour ça. Mais voilà, j'ai déjà bouffé l'argent, mais je n'arrive pas à exercer mon travail. Jusque-là, aucune communication officielle n'a été faite à ces sujets. Seul, le commissaire provincial de la police a annoncé pour mardi ou mercredi la tenue d'une réunion devant décider du déconfinement. Dieudonné Moïnzé, vous avez suivi cette population de Kinshasa qui s'est plaint de ne pas accéder à leur lieu de travail. Ça fait déjà plus de 2 mois, si je ne me trompe pas, que la commune de la Gombe est confinée. Mais les cas ne font qu'augmenter.
C'est quand même paradoxal à Kinshasa. Mais les gens demandent aux autorités de déconfiner. Parce que l'économie est en train de mourir. J'ai suivi d'ailleurs ce matin le tweet de Actualité.cd par Stanley Boujakera qu'un député a dit qu'ils n'accepteront plus la prorogation prochainement. Pensez-vous, Dieudonné Mouenzi, que ce serait une bonne chose maintenant de déconfiner? Parce qu'ailleurs, on commence à déconfiner. Madame, écoutez, ce qui arrive aujourd'hui dans ce pays, et plus précisément dans cette ville de Kinshasa, est beaucoup plus grave. La pandémie est en train pratiquement de dévaster tout le pays. Nous étions à très peu de provinces, aujourd'hui nous sommes au-delà de 10. Nous étions à quelques centaines de cas, maintenant nous sommes au-delà de 5000, donc ça inquiète tout le monde. Je voudrais profiter de votre occasion pour transmettre toutes mes condoléances et les plus attristées à toutes ces familles qui ont été frappées par cette pandémie, qui ont perdu les leurs. Mais puisque vous parlez du déconfinement de la Gombe ou de la commune de la Gombe, je crois qu'il s'agit là d'un problème crucial qu'il faut résoudre. Au-delà de ce que connaissent déjà les Kinois, c'est qu'il faut penser à leur manière de vivre aujourd'hui, puisque au-delà du confinement de la Gombe, le gouvernement n'a pas eu la possibilité d'accompagner cette mesure importante par d'autres mesures sociales, ou à caractère social. Hormis, je crois, la gratuité des factures d'eau et d'électricité pour quelques 2 mois, je crois avril et mai, mais la population ne vit pas déjà simplement de l'eau. La facture de l'eau est déjà arrivée. Oui, et la population ne vit pas simplement de l'eau et de l'électricité. Ce qui fait que nous sommes un pays où l'informel supplante le formel. Et au-delà de ce que vous évoquez, c'est-à-dire les gens ne fréquentent plus leur lieu de travail, mais il y a tous ces gens, tous ces jeunes garçons que je vois, les Kinois, qui sont dans l'économie informelle, que vous voyez autour de Kilmazière, que vous voyez autour de Memling, qui ne vivent que de ça. Donc il aura fallu qu'il vende par exemple son petit téléphone ou son accessoire de téléphone pour que sa soirée soit assurée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est très forte. Elle est même pressante de dire qu'il faut déconfiner la Gombe pour permettre à ce que les gens vivent. C'est peut-être ça le point, parce que moi, je suivi le ministre de la Communication qui a dit que c'est le chef de l'État qui, d'ici quelques jours, va qui doit dire à la population logiquement, celui qui avait proclamé le confinement de la Gombe, c'est la même autorité qui doit proclamer le déconfinement de la Gombe. Aujourd'hui, on parle du chef de l'État. On dit qu'il faut que ce soit le chef de l'État, puisque c'est lui qui avait pris les mesures de l'état d'urgence, mais dans ces mesures de l'état d'urgence, on n'avait pas parlé du confinement de la Gombe, à ma connaissance. Donc, il fallait que les autorités de cette ville, et même de ce pays, prennent le courage de comprendre que ça n'est un peu trop. Il ne faut pas pousser les Kinois à mourir de la faim au lieu de mourir de la Covid. Mais je crois qu'il est important que l'on pense à permettre à ce que les Kinois vaquent à leurs occupations et qu'ils puissent trouver à manger, puisque aujourd'hui, je crois, nous sommes déjà au-delà de 2 mois. Bientôt, ça va être 3 mois que la Gombe est confinée. On a parlé du déconfinement progressif. On n'en voit pas toujours. On a parlé du déconfinement ordonné, je ne sais pas, modélé ou modéré. Bon, jusque-là, on n'en voit presque rien, puisqu'il y a toujours des problèmes dans la vie. Le docteur Mouyengi, les activités ne marchent pas. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut ajouter le marché appelé communément Zando, de la commune et de la Gombe. Bon, on s'est dit, est-ce qu'on va déconfiner la commune de la Gombe, au même moment déconfiner aussi, entre guillemets, le marché Zando. Tout ça, ce sont des problèmes auxquels il faut trouver des réponses. Le docteur Mouyengi, tout à l'heure, qui a dit qu'il faut des solutions congolaises par rapport à la Covid-19, parce que nous ne devons pas toujours attendre la solution des autres. On l'a donné d'ailleurs le quitus pour les essais cliniques par rapport à son protocole. Ça va? Content pour ça? Très content, puisqu'il faut encourager les compétences locales. Moi, je suis de cet avis. Je pense qu'au-delà de tout ce que nous apprenons comme protocole, qui peuvent nous parvenir de l'étranger, mais il faut encourager ce jeune médecin, Jérôme, que je vois, chercheur, qui se bat contre vents et marées,
pour trouver un protocole qui puisse soulager la misère de notre population. Je crois qu'il faut encourager ça, et j'ai appris dernièrement qu'il a été autorisé de mener ses recherches et ses essais cliniques. Je crois qu'il faut encourager cette démarche pour permettre à ce que nous puissions assurer notre indépendance, même sur le plan de la science et de la médecine. J'ai suivi personnellement le docteur Muyembi chez l'excellent Christian Losakweno, qui a dit que par rapport à l'argent remis pour le Covid-19, l'État a déboursé une certaine somme et lui n'a reçu qu'1 million. La somme, je crois que c'était 10 millions si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Mais lui n'a reçu que vraiment le 1/10 de la somme prévue pour la Covid. Un quiproquo. Comment ça? Donc c'est un quiproquo, puisque ce que dit l'équipe de riposte, ce n'est pas ce qui a été développé par le gouvernement de la République. Et je vous rappelle que le gouvernement de la République a même parlé le gouvernement a même parlé plus de 27 millions, de plus de 27 millions de dollars US. Et alors que l'équipe de riposte, par la bouche de son responsable, le docteur Muyembe, ne parle que de 1,4 millions de dollars US. Donc la marge est très importante. Où est passé le reste de l'argent? Bon, je ne saurais pas expliquer ça ici. Je ne suis pas membre du gouvernement, ni son porte-parole. Je ne suis pas également dans l'équipe de riposte, mais je crois qu'il s'agit de 200 discordants. Mais je suis en train de me demander si le gouvernement aurait engagé d'autres dépenses en dehors du circuit de l'équipe de riposte. Puis ça peut arriver que le gouvernement puisse engager d'autres dépenses en dehors de ce circuit. Ça peut justifier l'écart, mais l'écart est tellement important que je me demande il faut un procès, Dieu de mon Dieu. Il faut rapprocher les 27 millions avec les 1 million. Un procès pour ça? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans la République des juges. Est-ce qu'il faut un procès pour éclairer l'opinion par rapport... Non, je ne voudrais pas qu'on parle de la République des juges. Ça a une mauvaise connotation. Ça vient de quelqu'un du FCC, hein? Donc, bon, je crois qu'il ne le dit pas de gaieté de cœur. Hein? Je crois que ça a une mauvaise connotation. Il faut parler d'une République démocratique, voilà, où la justice a sa place en toute indépendance. Toutes mes excuses. Donc, la justice peut se saisir de ce dossier pour éclairer tout naturellement. Je crois que nous ne devons pas être dans cette République que nous voulons démocratique, nous voulons avoir un état de droit et avoir peur de la justice. Sous d'autres cieux, lorsqu'il y a des soupçons qui pèsent sur une institution ou sur une personnalité, les gens courent vers la justice, soit pour être inculpés, soit pour se disculper. C'est important. Et je crois que nous devons apprendre toute cette pratique qui est pratiquement, je voudrais dire, une pratique qui permet à ce que les Congolais se sentent à l'aise lorsqu'ils affrontent la justice, et que la justice qui élève la nation puisse dire cette justice en toute indépendance et donner tort à celui qui mérite tort et donner raison à celui qui mérite raison. Nous entrons d'ailleurs... C'est ce qui est important et on ne peut pas avoir peur. Si la justice peut se saisir de ce dossier des fonds alloués à la lutte contre la Covid, cette différence de 27 millions US à 1,4 million US, d'ailleurs c'est plus de 27 millions, je crois que les Congolais seront à l'aise puisqu'il s'agit quand même de l'argent des contribuables congolais. Nous allons d'ailleurs directement à la prison centrale de Makala. Vous le savez, le verdict est tombé. Le verdict est très 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 sévère. 20 ans de réclusion pour Vital Kamerhe et son compère, permettez l'expression, M. Djamel. Et évidemment, nous avons tendu notre micro à cette population qui nous suit à chaque fois, et nous avons recueilli leurs avis. Pendant que la Cour constitutionnelle demande toute affaire cessante la transmission du dossier judiciaire Vital Kamerhe, la population interrogée sur les rues de Kinshasa quant à cette affaire s'est aussi réservé les droits de se prononcer avant les verdicts. Elle en appelle juste à la vraie justice. Voyant les déroulements des audiences, des instructions, des audiences, des plaidoiries, nous étant que particuliers, nous avions déjà vu de quel côté Kamerhe s'est plongé, de quel côté ses associés ou le consort que disait le tribunal, c'est aussi entrepris dans l'entreprise criminelle. Mais la liberté, l'acquittement, tout comme la condamnation dépend du juge. Si réellement il est impliqué dans quoi que ce soit, selon Ndenge Tolanda qui réquisition du ministère public, Ndenge Tolandi défense
il y a avocat, il y a directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État. Donc on est là à notre soif. C'est dans mon souhait, étant que Congolais, que la vérité éclate. Selon ce monsieur, ce dossier est entaché d'une certaine irrégularité. C'est comme si la maman est battue quelque part. On a preuve tangible de justice à Lukara. Contrairement aux autres, celui-ci estime que Vital Kamerhe sera condamné. Moi, je pense que Kamerhe pourrait être condamné, n'est-ce pas? Pour la simple raison que même s'il n'y a pas de preuves qui prouvent qu'il avait reçu l'argent, mais du moins il y a des preuves qui prouvent qu'il avait donné l'ordre, c'est que l'argent sorte des caisses de l'État sans pourtant respecter les normes que prévoit la loi. Il s'y est de signaler que la demande faite par la Cour constitutionnelle fait déjà l'objet d'une polémique au sein de l'opinion. Selon certains experts, cette demande ne peut pas stopper les jugements du tribunal prévu pour ce samedi 20 juin. Le prévenu qui, sur base de machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie des fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente plutôt. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice, RPA 94, du 31 août 1984, Sumbu plutôt, Opsit. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamerhe en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains mise à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lonkaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamerhe Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Le juge président du tribunal de grande instance de la Gombe est formel. Pierrot Bakenge a déclaré que le prévenu Vital Kamerhe est resté insensible au respect des règles impératives de passation de marché. Le directeur de cabinet du chef de l'État a encore ordonné le décaissement en procédure d'urgence de paiement de la facture de la société Ousmal appartenant encore à Jamal. Une attitude qui lui a valu d'autres peines. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lonkaningini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamerhe Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Notons que le leader de l'UNC et ses avocats promettent d'aller en appel contre les décisions du juge président Pierrot Bakenge du TGI Gombe siégeant en audience foraine à la prison centrale de Makala. Dieudonné Mwenze, vous avez suivi ce verdict, 20 ans de travaux forcés, mais une certaine opinion pense, d'ailleurs j'ai mes followers qui me suivent sur les réseaux sociaux, que Vital Kamerhe n'est qu'une victime expiatoire. Donc on a voulu le prendre comme, je sais pas comme modèle, quel est
comme exemple, voilà, pour que les autres ne suivent pas. Mais les gens disent que la justice doit encore fouiller. J'ai quelques cas ici, et surtout on dit que ce sont les membres de FCC qui sont protégés. Je prends par exemple le cas d'Albert Youma, le cas de Gopas et l'affaire Bukangalonzo par exemple. Les gens disent que, comme Kamere n'est pas du FCC, on l'a livré, on l'a sacrifié. Je suis cette opinion. Mais les gens du FCC sont protégés. J'ai quelqu'un du FCC avec moi. Serez-vous aujourd'hui à l'aise si on arrêtait Youma, si on creusait sur l'affaire de Gopas et sur l'affaire de Bukangalonzo, par exemple? Madame, cette assertion d'abord m'inquiète. Comment l'opinion peut penser que c'est le FCC qui manœuvre tout ce qui se passe à la justice? C'est une partie de l'opinion qui pense. Ça n'a pas de sens. Éclairer cette opinion. Ça n'a pas de sens. Il est important qu'on éclaire l'opinion. Exactement. Le FCC n'est pas associé à tout ce qui s'est passé à la présidence. Vous savez que ce procès est en relation avec le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Et ce programme a été essentiellement piloté à la présidence de la République. Visitez la présidence de la République. Vous ne trouverez aucune personnalité membre du FCC pour dire peut-être que c'est au travers de celui-là qu'on aurait fait des manœuvres pour que Vital soit inculpé. Non, nous n'avons pas été là. Ça c'est de un. De deux, vérifier que lors de l'exécution de ce programme d'urgence de 100 jours, le gouvernement Bruno Tshibala, qui avait été mis sur pied par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a presque pas participé à l'exécution de ce programme. Vous en savez un peu plus. Et en plus de cela, lorsque nous parlons du pouvoir judiciaire, mais vous pensez que le FCC peut exercer une certaine pression sur ce pouvoir judiciaire? Je ne pense pas. Vous l'avez fait pendant 18 ans. Non. Il ne faut pas parler du passé, parlons du présent, puisque ces magistrats qui agissent aujourd'hui... Non, s'il vous plaît, c'est important. Pourquoi voulez-vous gommer le passé? Le passé doit nous permettre... Vous m'avez posé la question sur le présent. Je crois qu'il faut qu'on parle d'abord du présent. Parce que vous m'avez dit que ce qui se passe à Makala actuellement, dans le feuilleton Kamer, c'est l'affaire du FCC. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Non, vous dites que c'est une opinion. C'est une opinion. C'est pour cela que je voudrais... Serez-vous à l'aise si aujourd'hui... Je vais revenir sur votre question, mais je voudrais éclairer d'abord l'opinion pour dire que ça ne regarde en rien le FCC par le fait que les magistrats qui agissent aujourd'hui sont les magistrats qui ont été mis en place dernièrement par l'ordonnance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc qui n'a rien à faire avec les ordonnances de l'ancien président de la République. Donc il n'y a rien qui puisse associer le FCC par rapport à ces feuilletons. Mais il faut aussi retenir que lorsque la justice agit, il faudra qu'on laisse la justice faire son travail de manière indépendante, puisque penser que la justice est télécommandée de quelque part, c'est manquer aussi un peu du respect pour notre propre justice nationale. Donc je ne voudrais pas vraiment laisser l'opinion penser de la manière que vous êtes en train d'évoquer, puisque je pense qu'il s'agit d'une manière erronée de penser et d'associer le FCC à cette histoire de manière inutile, qui ne servait à rien. S'il vous plaît, madame, je voudrais sur ce point-là... La télé, c'est le temps. Oui, vous avez déjà donné votre point de vue. Je comprends. Non, sur ce point-là, je voudrais bien étayer mon point de vue en disant que, voyez par exemple parmi les témoins qui ont été appelés à témoigner, vous trouverez les membres importants du FCC comme l'ancien ministre des Finances, Yves Moulang. Vous trouverez également l'ancien ministre Thomas Louaka des infrastructures. Ces gens ont témoigné. Je crois qu'on n'a pas vu à travers leurs témoignages une certaine manière de vouloir surcharger Vital Kamere. Mais voyez d'autres témoins qui ne sont pas du FCC. Ils sont passés, je ne vais pas les citer. Vous le connaissez. Membres du CACH d'ailleurs. Mais lorsqu'ils ont parlé, ils n'ont presque pas témoigné, à part surcharger et charger Vital Kamere. Donc il ne faut pas que l'on voit toujours le FCC. Si aujourd'hui... Alors, je voudrais revenir sur le cas que vous évoquez. Je voudrais que la justice soit réellement indépendante, que la justice fasse son travail de manière correcte. Le cas que vous évoquez de la GECAMIN, nous avons vu des correspondances. Nous avions compris comment ces 200 millions dont on parle ont été expliqués de la part des dirigeants de la GECAMIN et même de la Banque qui a été concernée par l'affaire. Nous sommes suffisamment édifiés et la justice également avait déjà déclenché une procédure pour instruire cette affaire. Aujourd'hui, si la justice trouve que l'affaire nécessite qu'elle soit approfondie et que l'on puisse, qu'elle soit approfondie puisque la justice avait déjà commencé et que l'on puisse inculper X, Y, ça c'est à la justice, il faut laisser. Mais si la justice aussi pense qu'il faut classer l'affaire sans suite à
après toute cette instruction qui a été faite dans l'affaire, je crois qu'il ne faut pas que l'on pense simplement que puisque Youma est DFCC, il faut nécessairement qu'il soit impliqué ou inculpé. Je crois que ça, c'est aussi de la justice. L'affaire de Boukangalonzo, je crois que c'est aussi une affaire beaucoup plus facile, puisque comme vous savez, Boukangalonzo était une entreprise publique de l'État. Donc aujourd'hui, il y a eu des gestionnaires de ces projets, mais si l'État, la justice trouve qu'il faut encore fouiner davantage pour voir comment ça fonctionnait, qui ont été responsables, nous au FCC, on n'empêche pas la justice, on ne peut pas empêcher la justice. Donc il en est de même pour les autres cas que vous évoquez. Donc nous pensons qu'il faut laisser la justice faire réellement son travail, mais sans pour autant demander à l'opinion de se réjouir puisqu'il s'agit des cas précis qui concernent les membres du FCC. Ça serait simplement de l'injustice. 20 ans de travaux forcés, Dieudonné Mouinzi, c'est pas trop sévère. Bon, je sais pas, je sais que la justice doit être... la loi est dure, mais c'est la loi, mais... c'est pas humaniser un peu aussi cette justice. Prenons par exemple, je vous en prie, nous réfléchissons en tant qu'humains aussi. Monsieur Samibo, en fait, on l'appelle ainsi, Monsieur Samibo, a presque déjà 80 ans. Vous le condamnez... 82. Voilà, vous le condamnez à 20 ans. Donc c'est... À 102, il peut sortir. Serait-il encore vivant? Est-ce qu'on ne pouvait pas le mettre, vu son état, vu son On ne limite pas la vie de quelqu'un, puisque personne ne pensait qu'il aurait 82 ans aujourd'hui. Ok. Donc, et pour Vital Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui, 20 ans de travaux forcés, il a dans la soixantaine, vers 80 ans qu'il sortira. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de le tuer politiquement? C'est vrai que toutes les infractions ont été dites, disons mon Dieu, le français est très difficile. D'inéligibilité. Donc il est mort politiquement, Vital Kamerhe. Est-ce que c'est pas une sous-jacent, c'est pas un procès politique? Non, je ne voudrais pas penser à un procès politique, puisque les faits qui ont été reprochés à Vital Kamerhe, notamment les détournements du denier public, sont des faits que la justice est en train de prouver. Je ne voudrais pas moi prouver ça, mais tel que nous avons suivi le procès avec les 5 audiences publiques, nous sommes rendus compte que la justice prétendait être suffisamment éclairée et que le jugement a été rendu selon le code pénal congolais, et je crois que les peines n'ont pas été inventées, ce sont les peines qui sont prévues par le code pénal de notre République. Donc il est vrai que c'est un peu sévère lorsque l'on parle de 20 ans, mais je crois, comme je l'ai dit, ça n'a pas été inventé, c'est peut-être une peine, c'est une peine qui a été prévue dans le code pénal et qui est conforme à l'infraction qui a été commise. Donc il appartenait à Vital Kamerhe, avec son conseil, de pouvoir prouver à la composition qu'il n'a pas été reproché dans tout ça, puisque effectivement lorsque l'on parle de 20 ans de travaux forcés, c'est dur pour Vital Kamerhe, que moi j'ai connu personnellement, d'abord comme mon ancien secrétaire général du PPRD, mais aussi mon président de l'Assemblée nationale pendant plus ou moins 3 ans. Donc je peux vous dire que c'est pénible en tant qu'humain, mais je pense qu'il faut laisser la justice faire convenablement son travail, puisqu'au-delà de ça, de cette condamnation, Vital Kamerhe a le droit de faire un recours. Il peut faire appel, un recours. Oui, il peut faire appel. Donc il peut aller à d'autres tribunaux. Généralement, ça change. Généralement, ça change. Et nous espérons que si il affûte bien ses armes avec son conseil et qu'il se défende de manière convenable, je crois qu'il peut y avoir possibilité d'alléger cette peine. Et tout dépend de la manière dont il pourra se défendre. J'ai suivi avec plaisir un autre excellent confrère, Trésor Kibangula, qui était dans Jeune Afrique à l'époque. Aujourd'hui, il a dit dans son analyse que le président Tshisekedi est fragilisé parce qu'il a perdu un grand collaborateur qui détenait une partie, qui est un grand leader de l'Est, dans l'Est de la République. Vous savez comment Vital Kamerhe drainait les foules à l'Est de la République démocratique du Congo, et que Félix-Antoine Tshisekedi a perdu ce grand collaborateur, vu sa condamnation. Géopolitiquement aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi, là je parle à l'analyste politique, est-ce que Tshisekedi est fragilisé? Est-ce que Tshisekedi peut perdre l'Est de la République avec cette arrestation ou cette condamnation? Non, moi je ne voudrais pas faire cette analyse, madame. Je voudrais que l'opinion comprenne
que l'intérêt général de la République démocratique du Congo est au-delà, au-dessus de l'intérêt partisan de tout individu, soit-il chef de l'État. Aujourd'hui, qui est celui qui gagne dans ce procès? Je crois que si la justice est administrée de manière convenable, mais juste, équitable, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Est-ce que pouvons-nous demander à la République démocratique du Congo de ne pas gagner, puisque nous tenons à ce qu'un individu gagne? Président de la République soit-il? Non, je crois qu'il est important que l'on comprenne que la République démocratique du Congo, c'est lui le responsable, ou c'est elle le responsable de ces deniers publics dont on parle. Et s'il y a eu des tournements au niveau de ces deniers publics, c'est la République démocratique du Congo qui a été préjudiciée. Et la justice fait de sorte que la République démocratique rentre dans ses droits. Et si tout est fait dans le sens de réhabiliter la République démocratique du Congo dans ses droits, moi je ne vois pas pourquoi on peut penser que Félix Tshisekedi a perdu. Mais de toutes les façons, pour revenir à ce que vous avez dit, je ne pense pas aussi que tous les gens de l'Est soient derrière un seul individu. Puisqu'il est vrai qu'à l'Est, là-bas, il n'y a pas simplement Vital Kamerhe comme seul leader. Vous avez aussi d'autres leaders qui peuvent remplir comme on peut le dire. Il y a certaines... ce procès, Dieudonné Muenze a démontré à la face du monde le dérèglement dans le fonctionnement de la présidence de la République. Beaucoup ont dit, on a vu les dysfonctionnements, voilà le terme, le dysfonctionnement des services de la présidence de la République. Vous partagez cet avis en quelques mots? Oui, madame, je peux vous dire sincèrement que ce procès a été plus pédagogique d'ailleurs que juridique tel que nous pensons, dans ce sens que ce qui s'est passé aujourd'hui apporte une leçon importante à tout Congolais. Lorsque ce programme de 100 jours a commencé en 2019, au mois de mars, je vous assure que personnellement, je n'étais pas d'accord avec la manière dont cette histoire a été mise sur pied et de la manière dont ce programme a été présenté et exécuté. J'étais contre, puisque c'était pratiquement dans une fourchette de temps où on n'avait presque pas de gouvernement de la République, même pas de parlement, puisqu'à ce moment-là, nous étions en mars, le parlement actuel venait de s'installer, était en train d'ailleurs de s'installer, et le gouvernement Tshibala à son temps était sortant, assumant les affaires courantes, et on attendait la nomination d'un premier ministre qui est intervenu vers le mois de mai. Et donc, entre tout ce temps-là, je pensais qu'il y avait un flou. Il y avait un flou, et je ne sais pas qui sont ceux qui ont eu des astuces tels que nous le voyons aujourd'hui, qui ont dit amadouer et séduire le chef de l'État pour lui dire qu'il y avait urgence, il y avait nécessité et qu'il fallait nécessairement passer à ce programme de 100 jours et l'exécuter le plus rapidement possible. Non, moi personnellement j'avais trouvé que c'était une mauvaise manière qui ne permettait pas à ce que les choses se fassent de manière convenable. Et réellement, lorsqu'on a suivi ce procès, on s'est rendu compte qu'il y a eu réellement des dysfonctionnements dans le chef de tout ce qui entoure le chef de l'État. Imaginez-vous qu'il y a même un conseiller qui vous dit que le directeur de cabinet n'est pas mon chef. Vous avez entendu ça. Alors que l'on sait qu'il y a des textes qui prévoient que réellement il y a une hiérarchisation dans le cabinet du président de la République et que ce cabinet est piloté par le directeur de cabinet. Nous allons aller à la CENI, mesdames et messieurs. Vous le savez que la désignation du successeur de Corneille Nangaa se fait toujours attendre. Il y a eu les catholiques et les protestants qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le candidat présenté. Nous allons parler aussi de cette plainte contre Joseph Kabila à la CPI, parce qu'il y a certains compatriotes qui estiment que Joseph Kabila doit nécessairement aller à la CPI. On va essayer d'en savoir un peu plus dans ce troisième condensé. À travers une lettre datée du 17 juin 2020 et signée par 17 autres experts et organisations de la société civile, le partenariat canadien pour la justice internationale demande au bureau du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner laborieusement le rôle et la responsabilité de Joseph Kabila et de son régime. Ces avocats évoquent les atrocités incluant de meurtres, de détentions arbitraires, de la torture, de violences sexuelles et de disparitions forcées. Selon le PJCI, l'impunité persistante de ces crimes a contribué à un climat de peur et à une escalade alarmante de la violence en République démocratique du Congo sur fond de rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila envisagerait de revenir au pouvoir.
C'est dans ce cadre que ce groupe d'avocats invite la Cour pénale internationale à agir sans délai afin d'honorer son engagement de lutter contre l'impunité. Les divergences entre les confessions religieuses sur le choix du candidat commun président de la Commission électorale indépendante nationale ont poussé le céréal présidentiel à prendre en main la délicate question. Des sources recoupées au OuraganFM.cd apprend que le chef de 6 confessions religieuses principaux, soutien de Ronsard Malonda, aurait été convoqué à la présidence. En haut lieu, il n'est plus question de laisser à une composante la direction de la centrale électorale, ni au camp Kabila, ni aux confessions religieuses. Un forcing pour un candidat de l'obédience, Fachi, a déjà commencé. Pour rappel, de très fortes pressions ont été exercées sur les 6 églises qui ont soutenu la candidature de Ronsard Malonda, alerte un tweet du Tri Hebdo Africa News. Dans les schémas de Pro-Fachi, un nouveau candidat doit émerger et celui-là devrait avoir le soutien de toutes les confessions religieuses. Ainsi, les négociations sont engagées malgré les refus du bloc ayant soutenu Malonda. Le nom de José Kadima est aussi cité. L'expert électoral a les profils de la compétence nécessaire qu'il faut pour succéder à Corneille Nangaa. D'autres parlent de Sylvain Loumou, une autre tête pesante en matière électorale. De son côté, le FCC n'est pas prêt à se laisser piétiner, attention, d'épercuter le mur. L'arbitre demeure toujours l'Assemblée nationale qui doit investir au finish les nouveaux animateurs de la CENI. Pour sa part, la MOCA provient de rejeter toute CENI inféodée à un camp politique. Les laïcs catholiques, eux aussi, ont déjà sonné l'alerte. Ils vont se faire entendre à haute voix si jamais les dérives du passé persistent. Soulignant que le challenge est difficile et le processus est parsemé d'embûches pour la succession de Corneille Nangaa, à noter que l'enjeu de la présidentielle 2023 se prépare dès maintenant. Dieudonné Mwendze, c'est vrai que cette expression est maintenant utilisée en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas fouiner dans le passé, mais moi je dis que le passé doit nous servir de repère. Aujourd'hui, la SENCO, vous l'avez suivi par la bouche de... Oh non, le nom m'échappe. Monsieur l'abbé Chollet, qui dit qu'on ne peut pas nommer par exemple monsieur Ronsard Malonda parce qu'il a été vraiment la clé, je simplifie, la clé qui a permis toutes les magouilles pour les élections de 2019. Donc ils veulent quelqu'un de crédible, de sérieux pour remplacer Corneille Nangaa. Dieudonné Mwendze. Aujourd'hui, nous voyons les élections pour 2023. Déjà, les enjeux sont là. Parce que les municipales et les locales, je crois qu'on ne les tiendra même pas. Pour vous, quel doit être le critérium de celui qui doit succéder à Corneille Nangaa? Un expert, un prélat, un pasteur, on ne sait pas trop. Qui doit être à la tête de la CENI? Bon, il faut d'abord rappeler, madame, que ce poste revient aux confessions religieuses. Aux confessions religieuses. Okay. Les confessions religieuses, il y en a à peu près 8 dans ce pays, regroupées en 8 groupes dans ce pays. Et vous me demandez quel doit être le profil de celui qui doit succéder à Corneille Nangaa. Je crois qu'au-delà de l'expertise, de la connaissance des matières électorales, il faudrait que ce soit une personnalité qui a une probité morale. Puisque ce qui a manqué dans ce pays et depuis 2006 d'ailleurs, c'est que c'est la probité morale qui a manqué à beaucoup de gens. Puisque tous ceux qui se sont succédés ont prétendu avoir de la matière et de l'expertise dans le domaine électoral. Mais on s'est rendu compte qu'au finish, la probité morale n'a pas accompagné cette expertise. Donc il est important que cette personnalité, au-delà de cette expertise, puisse avoir une probité morale indéniable, mais que ce soit une personnalité qui manifeste aussi son indépendance par rapport aux hommes politiques. Puisque ce qui arrive généralement, c'est que qui ne soient pas alignés, comme l'a dit la MOCA, qui ne soient pas derrière. C'est pour cela que la loi a prévu que le président de cette institution d'appui à la démocratie, la CENI, proviennent de la société civile, c'est-à-dire des confessions religieuses. Ça a été même précisé confession religieuse, puisque nous pensons que c'est là où il y a la possibilité de trouver des personnes crédibles. Mais lorsque l'on se rend compte que 2006, 2011 et 2018, des personnalités issues de cette composante
n'ont pas prêché par l'exemple, je crois que ça inquiète. C'est pour cela que... 2006, c'était l'abbé Malou Malou. Oui, 2006, c'était l'abbé Malou Malou. 2011, c'était le pasteur Mulunda, et puis Malou Malou Bis, et puis Nanga jusqu'à aujourd'hui, mais provenant toujours de cette même composante confession religieuse. Je crois que ça inquiète un tout petit peu, puisqu'il y a ces deux critères qui généralement ne sont pas accompagnés. Et moi, je voudrais que le comprennent, puisque vous évoquez la déclaration de M. Abbé Chollet, que ce qui se passe dans la désignation du remplaçant de Nanga inquiète beaucoup de personnes, puisque nous pensions, nous personnellement comme politiques, que les confessions religieuses étaient constituées de personnalités désintéressées de la politique. Mais curieusement, on constate que... Tout est politique. Là-dedans, non, s'il vous plaît, il faudra que la religion doit être approuvée. Mais quand c'est confession religieuse, vous leur demandez... Mais madame... C'est politique, les élections. Non, s'il vous plaît, madame. Laissez-moi dire quelque chose. Je vous ai dit bien que la loi qui organise la CENI, par rapport à la désignation du président de la CENI, nous n'avions pas, en tant que législateurs, pensé pour rien que ça soit une personnalité qui provienne des confessions religieuses. Puisque nous avions compris à son temps qu'il ne fallait pas qu'une telle institution d'appui à la démocratie, très sensible telle que nous le connaissons, soit pilotée par des hommes politiques. Et lorsque nous disons qu'il faut que ce soit les confessions religieuses et non les hommes politiques, c'est puisque nous pensons que les confessions religieuses sont apolitiques. Je crois que lorsque les confessions religieuses commencent à faire de la politique, je me demande où est-ce que nous sommes. Moi, personnellement, je suis chrétien et je pense qu'on ne peut pas faire de la politique dans une confession religieuse. Et lorsque nous voyons la désignation du président Malou Malou en 2006, du président Malou Malou également, je crois, en 2011, en 2011, Ngoï Mulunda, et puis après remplacé encore par Malou Malou bis, et puis en 2018, un peu avant 2018, par Corneille Nanga. Nous nous demandons si vraiment ces confessions religieuses jouent convenablement leur rôle, puisque toutes ces désignations ont été entachées de beaucoup de disputes. Au-delà de la politisation dont nous parlons, de confessions religieuses, on nous a fait même entendre qu'il y a eu de la corruption. C'est l'intégrité de l'homme chrétien. Doit-on prendre lorsque des l'on experts, parle, un croyant, on parle de la corruption, je crois que ça inquiète. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale, on veut revoir cette loi. Beaucoup disent qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des huîtres anciennes, qu'on doit revoir toute la loi qui sous-basse la CENI aujourd'hui. Oui, nous sommes d'accord même au FCC que l'on passe à la révision de la loi électorale. Nous sommes d'accord, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne s'adaptent plus à nos réalités sociopolitiques. Ça, il faut avouer. Mais je ne pense pas que l'on puisse revenir à la volonté de la désignation d'un président de la CENI par les hommes politiques. Je crois que ça va rester avec les... Nous sommes en train d'atterrir. Vous avez suivi ce groupe de compatriotes au sein du PJCI qui demande que la CPI se saisisse du président honoraire parce qu'ils disent que la CPI doit vraiment fouiner le rôle et la responsabilité de Joseph Kabila par rapport au massacre, par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées sous son règne. Mais on sait très bien aussi que le président Joseph Kabila est protégé en quelque sorte par peut-être un arrangement politique ici en République démocratique du Congo. Alors on se pose la question, vous qui êtes du FCC, si aujourd'hui la CPI arrivait à avoir Joseph Kabila, permettez l'expression, ce ne sera pas le déclin du FCC. Parce qu'on dit que si on coupe la tête, donc l'autorité morale, le FCC va, comme un château de cartes, s'effondrer. Non, madame, nous sommes sereins. D'abord, je dois fixer l'opinion qu'il n'existe aucune plainte à la CPI contre Joseph Kabila. Aucune? Aucune plainte, je vous le dis sincèrement. Il n'existe aucune plainte qui a été formulée contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est notre autorité morale au niveau du FCC. Ça, c'est de un. Mais ce que vous évoquez, nous suivons l'élément, nous l'avons tous suivi dans les médias, c'est qu'il y a eu une lettre qui a été écrite par un groupe des ONG canadiennes qui pensent, c'est membres de ce qu'on a appelé PCJI, qui pensent que c'est le partenariat canadien pour la justice internationale, qui pensent qu'il faudra que la CPI
puisse enquêter sur les atrocités qui ont été commises en République démocratique du Congo. Titor, et au-delà de ça, on pense... Vous dites ce regroupement à Titor, vous demandez cela? Oui, non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ce n'est pas une plainte en principe. Il faut dire que ce n'est pas une plainte, c'est une lettre qui a été écrite au procureur général de la CPI. Peut déclencher une enquête. Oui, à tout moment, mais la CPI ne déclenche pas comme ça, dans le vide, une enquête. Il faut qu'il y ait une plainte déposée en bonne et due forme. Et pour la CPI, dont nous sommes membres en tant que République démocratique du Congo, il faut que le gouvernement de la République porte plainte. La CPI ne prend pas comme ça les plaintes en l'air, ou sur base d'une lettre qui serait écrite par Dieudonné Mouenzé et Madame Paulette pour dire, bon, il faudra qu'on vienne prendre tel monsieur, puisqu'il y a eu des atrocités commises par lui. Non. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'agit... Nous avons d'ailleurs des cas à travers le pays. Lorsqu'il y a eu le cas de la République centrafricaine, il y a eu des plaintes déposées en bonne et due forme par la partie civile, les personnes qui ont été lésées, mais également par le gouvernement de la République. Mais lorsque chez nous, il n'y a aucune plainte, ni des personnes qui ont été lésées, ni de ce qu'on peut appeler partie civile, puisque étant préjudicié, ou du gouvernement congolais, ce qui a été fait pour amuser la galerie. Sinon, tout le monde se permettrait d'écrire un courrier à la CPI pour dire j'apprends que aux États-Unis d'Amérique on a tué George Floyd et qu'il faut nécessairement que l'on amène Trump à la CPI puisqu'il y a eu des crimes contre l'humanité ou quoi que ce soit. Non, ça doit être fait de manière pédagogique et de manière convenable, respectant les règles de l'art. Peut-il revenir en 2023 parce qu'il y a déjà des soupçons, comme on l'a dit. C'est d'ailleurs ça, le président de vouloir revenir en 2023. C'est d'ailleurs ça, madame, qui attire tous ces curieux, ces gens manipulés comme des ONG canadiennes, qui pensent qu'il faut empêcher Joseph Kabila à revenir en 2023. Cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Je crois que c'est trop anticipé. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition avec le cas chez nous du FCC et nous pensons qu'il faut réussir ce quinquennat et que parler aujourd'hui de la candidature du président de la République, que ce soit Joseph Kabila ou quelqu'un d'autre en 2023, c'est trop prématuré. Mais ce qui est vrai, c'est que avant d'arriver en 2023, le FCC va pouvoir dévoiler son candidat et ça sera une candidature qui répond aux aspirations du peuple congolais et je crois que le moment venu, nous le ferons. Nous allons aller à l'Unikin, mesdames et messieurs, à la colline inspirée où les professeurs se sont levés, ils se sont plaints, les professeurs, ils ont demandé aussi le réajustement de leur salaire. Pourquoi un député national toucherait, disons, par exemple, 5 000 $ et pas les professeurs. Donc, eux qui enseignent et qui donnent la connaissance, en tout cas, ne se sentent pas valorisés en République démocratique du Congo. Et évidemment, les professeurs, nous restons toujours là-bas, ont réagi par rapport à l'opération Kin Bopeto. Le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins 5 000 $ américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Fatigués
par les discours démagogiques et fort du constat qu'il y a dans ce pays une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'UNIKIN conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Quand j'avais appris que le gouverneur avait présenté ce programme, j'étais l'homme le plus heureux. Mais après avoir vu ce qui se passe sur terrain, j'ai compris que c'est un programme qui jusque-là est vide de contenu parce que non seulement qu'il n'y a pas il y a une vision, mais il n'y a pas des actions concrètes, on n'a pas bien ciblé les vrais problèmes. Les vrais problèmes, madame, c'est lorsque le gouverneur ou soit les bourgmestres se débarrassent des déchets aujourd'hui, le lendemain, ils vont trouver les mêmes déchets là où ils ont débarrassé. Ça veut dire quelque part, il se pose un problème d'éducation à l'environnement de la part des Congolais. Nous, Congolais, nous nous évertuons encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à vivre mieux à côté des déchets. Alors que beaucoup de pays ont fait un effort de se débarrasser, de vivre dans des milieux sains. Deuxième chose, c'est pour demander également au gouverneur de la ville de Kinshasa de pouvoir savoir que le secteur des déchets, c'est un secteur porteur de beaucoup de millions de dollars. Contrairement à des petites sommes qu'on donne au bourgmestre et consorts, les déchets eux-mêmes peuvent produire beaucoup de millions de dollars. Alors comment produisent-ils des dollars? Parce que nous avons proposé dans notre étude en disant que chaque ménage peut payer 3 000 francs le mois. Comme nous avons au plus 1200 ménages à Kinshasa, lorsque vous multipliez avec 3000 et 1200, vous avez au-delà de 3 milliards de francs congolais le mois. Alors que le moyen manque. Mais il se posera un problème de la gestion, la bonne gouvernance de ces fonds. C'est comme ça que nous proposons la mise en place d'une structure partenariat public-privé afin de bien gérer ces fonds. Vous imaginez même maintenant là, quand on transporte les déchets, on les prend par exemple chez moi à Kassavubu pour les amener à Kinkole, le long de la route, les déchets tombent. Ça veut dire on veut une chose et son contraire au même moment. Alors c'est pourquoi je dis que le gouverneur devrait s'adresser beaucoup plus aux scientifiques. Nous sommes là disposés pour aider la nation, mais si on a besoin de nous, on mettra nos efforts pour que ce projet-là, qui est un projet phare, puisse revivre encore, surtout que ça a été lancé par le chef de l'État.